Mon nom est Chloé et j'ai 32 ans. Mes parents m'ont dit de ne pas venir pour le réveillon du Nouvel An car je n'allais faire que mettre tout le monde mal à l'aise. Ce sont les mots exacts de ma mère, prononcés calmement au téléphone, comme si elle parlait de la météo au lieu de m'exclure d'une tradition familiale partagée depuis mon enfance. Je n'ai pas discuté. Je n'ai pas supplié. J'ai juste dit d'accord et j'ai raccroché, puis je me suis assise sur le bord de mon lit dans mon appartement, fixant le mur tandis que la ville dehors se préparait à célébrer sans moi. J'ai donc passé cette soirée seule dans mon appartement, les lumières éteintes, la télévision en sourdine, regardant les feux d'artifice à travers la fenêtre comme s'ils appartenaient à un autre monde. Je me suis dit que ça m'était égal. Je me suis dit que j'avais choisi cela, mais la vérité était que cela me faisait plus mal que prévu. À exactement minuit 15, mon téléphone a sonné. C'était mon frère. Dès que j'ai décroché, j'ai su que quelque chose n'allait pas. Sa respiration était irrégulière, saccadée et paniquée, comme s'il avait couru. Sa voix tremblait lorsqu'il a dit « Chloé, qu'est-ce que tu as fait ? Papa vient de voir les infos, et il respire bizarrement. » Ces mots m'ont touché plus durement que n'importe quelle remarque méprisante que ma famille m'ait jamais faite. Je me suis appuyé contre le plan de travail de la cuisine, agrippant le téléphone si fort que mes doigts me faisaient mal. « Calme-toi, ai-je dit. Quelles infos ? De quoi parles-tu ? » Mais avant qu'il ne puisse répondre, mon esprit faisait déjà défiler tout ce qui avait mené à cet instant, car ma famille ne m'avait pas banni du réveillon sans raison. Cela faisait des années que ça se préparait. Pour eux, j'étais celle qui était bizarre, celle qui était difficile, la fille qui ne rentrait pas dans l'image soignée qu'ils aimaient présenter au monde. Mes parents adoraient la stabilité, la prévisibilité, les carrières sûres, les vies sans histoire. Mon frère avait suivi le script à la lettre, un poste en entreprise, un mariage avant 35 ans, une maison en banlieue. Pendant ce temps, à 26 ans, j'avais quitté un emploi correct pour lancer ma propre société avec pour seule richesse mes économies et la conviction têtue que je pouvais bâtir quelque chose de plus grand. C'est là que les commentaires ont commencé. Tu es irréaliste. Tu te crois plus intelligente que tout le monde. Tes idées mettent les gens mal à l'aise. Les dîners de famille se transformaient en interrogatoires. À chaque fête, quelqu'un demandait quand j'avais l'intention de retrouver un vrai travail. Quand j'ai cessé de venir aussi souvent, ils ont dit que je faisais semblant d'être supérieur. Quand je venais, ils disaient que ma présence gâchait l'ambiance. Au moment où le réveillon est arrivé cette année, le ressentiment tacite s'était enfin transformé en un message clair, ne viens pas. Alors, je ne suis pas venu. J'ai trinqué à minuit avec une coupe de champagne bon marché, pieds nus sur le carrelage de ma cuisine. Pas d'étreinte, pas de compte à rebours, juste des acclamations lointaines portées par le verre. Je me souviens avoir ri doucement toute seule, non pas parce que c'était drôle, mais parce qu'il était absurde de voir à quel point le succès pouvait être solitaire. Quand les gens avec qui on souhaite le partager refusent de le voir. Puis mon téléphone a sonné. « Chloé » a répété mon frère, la voix brisée. Papa regardait la télé. Il y avait un reportage économique. Le nom de ta boîte est passé. Ils ont parlé d'évaluation. Il est devenu livide. Maman s'est mise à crier, puis papa s'est juste assis. Il respire, mais mal. Il n'arrête pas de demander si c'est vraiment toi. J'ai fermé les yeux. Bien sûr, c'était les infos. Je n'avais pas parlé à ma famille de ce qui se passait avec ma société. Non pas parce que je le cachais, mais parce que chaque fois que j'essayais d'expliquer, ils balayaient ça comme une autre lubie, un autre rêve irréaliste. Alors, quand les investisseurs ont commencé à se manifester, quand la croissance a explosé, quand les chiffres ont cessé d'être théoriques pour devenir indéniables, j'ai gardé le silence. Je n'avais plus besoin de leur approbation. Du moins, c'est ce que je me disais. Qu'est-ce que les infos disaient, ai-je demandé. Il y eut une pause. Ils ont dit que la fondatrice, toi, tu venais de devenir millionnaire du jour au lendemain après l'annonce de l'acquisition. Le mot est resté suspendu dans l'air entre nous. Millionnaire. J'ai glissé jusqu'à m'asseoir par terre dans la cuisine, le dos contre le placard. Non pas parce que j'étais choqué. La journée avait déjà été surréaliste, mais à cause du timing. Parce que pendant que ma famille trinquait sans moi, fêtant une nouvelle année à laquelle je n'étais pas invité, le monde venait d'annoncer quelque chose qui les forcerait à me voir différemment, qu'ils le veuillent ou non. Je n'ai jamais voulu que papa la prenne comme ça, ai-je dit doucement.
Ce n'est pas le problème, a rétorqué mon frère avant de s'adoucir. Maman est en panique. Elle n'arrête pas de dire que ce n'est pas possible. Papa demande pourquoi tu ne nous as jamais rien dit. Et maintenant, il n'arrive plus à reprendre son souffle. Chloé, je ne sais pas quoi faire. Je me suis relevé, soudainement stable. Appelle une ambulance, ai-je dit. Maintenant, ne discute pas, fais-le. Alors qu'il raccrochait, j'ai regardé autour de mon appartement, le même endroit que ma famille imaginait comme la preuve que j'avais échoué, que je galérais, que j'étais en quelque sorte en retard dans la vie. Ils ne voyaient pas les nuits blanches, les risques, les sacrifices. Ils ne voyaient pas la version de moi qui continuait même quand personne n'applaudissait. J'ai attrapé mon manteau, mes clés et mon téléphone. Ils ne voulaient pas de moi au réveillon parce que je mettais tout le monde mal à l'aise. Mais maintenant, qu'ils le veuillent ou non, mon absence et mon succès venaient de devenir impossibles à ignorer. Et alors que je sortais dans l'air froid de la nuit, me dirigeant vers la famille qui m'avait mise à l'écart, je savais que ce n'était que le début de ce qu'ils étaient sur le point d'apprendre. Quand je suis arrivé chez mes parents, la rue était envahie de lumières clignotantes, le rouge et le bleu baignant les murs familiers comme un avertissement. Une ambulance était garée dans l'allée, portes arrière ouvertes, et la voix de ma mère a percé l'air froid avant même que je ne sorte de la voiture. Elle pleurait, entre deux sanglots et une dispute avec un ambulancier, répétant mon nom comme une question et une accusation à la fois. À l'intérieur, mon père était assis sur le canapé avec un masque à oxygène sur le visage, sa poitrine se soulevant de manière irrégulière, ses yeux grands ouverts et perdus. Quand il m'a vu, il a essayé de se redresser, la panique s'enflammant à nouveau, et l'un des ambulanciers l'a doucement repoussé en lui disant de respirer lentement. Mon frère se tenait à l'écart, pas les secouer. Et pendant un bref instant, personne n'a parlé, comme si ma seule présence avait aspiré l'air de la pièce. Les yeux de papa ne m'ont jamais quitté. Même avec le masque, sa voix était rauque lorsqu'il a réussi à parler. « Est-ce vrai ?» a-t-il demandé. « Ce que j'ai vu aux informations. »« Chloé, c'est vraiment toi. » La pièce semblait trop petite, les années de silence et de jugement pesaient à chaque coin. J'ai hoché la tête une seule fois. « Oui, ai-je dit. »« C'est vrai. » Les pleurs de ma mère se sont arrêtés brusquement, remplacés par une inspiration saccadée. « Une millionnaire ?» a-t-elle murmuré, comme si le mot risquait de tout casser si on le disait trop fort. Je ne l'ai pas corrigé, ni fait de détour, ni adouci. Du jour au lendemain, ai-je dit, parce que c'était ce qu'indiquait le titre. Même si nous savions tous que c'était le résultat d'années de travail dont personne dans cette pièce n'avait pris la peine de demander. Les ambulanciers ont échangé un regard, soulagés que la respiration de mon père commence à se stabiliser. Ils ont dit que c'était une crise de panique déclenchée par le choc et qu'il irait bien mais aurait besoin de repos. Quand ils sont partis, la maison est tombée dans un silence inquiet. Ma mère m'a fait signe de m'asseoir, puis s'est retenue, comme si elle hésitait à faire ce geste. Papa a retiré son masque, sa voix était plus calme maintenant, mais lourde. « Pourquoi ne nous as-tu rien dit ?» a-t-il demandé. Pas avec colère, mais avec confusion, avec blessure. J'ai senti quelque chose se nouer en moi. J'ai essayé, ai-je dit. Pendant des années. Chaque fois que je parlais de mon travail, vous me disiez que ce n'était pas réel, que ça mettait les gens mal à l'aise. Que je me faisais honte. Mon frère a baissé les yeux. Ma mère a ouvert la bouche, puis l'a refermée. Papa a dégluti. On s'inquiétait pour toi, a-t-il dit. J'ai laissé échapper un petit rire sans joie. Vous m'avez banni du réveillon, ai-je répondu. Vous m'avez dit de ne pas venir parce que je mettrais tout le monde mal à l'aise. J'ai passé la soirée seul dans mon appartement. Et à minuit 15 exactement, mon frère a appelé parce que vous avez vu les infos et que vous n'arriviez plus à respirer. Les mots sont restés là, incontestables. Ma mère s'est affalée sur une chaise, se couvrant le visage. On ne savait pas, a-t-elle dit. On ne comprenait pas. Je me suis approché. C'est ça le problème, ai-je dit doucement. Vous n'avez jamais essayé. Papa paraissait plus vieux que je ne m'en souvenais, plus petit d'une certaine manière. Je pensais que le succès avait une certaine apparence, a-t-il admis. Je pensais que si tu ne suivais pas le chemin que nous connaissions, tu étais perdu. Il a fait une pause, les yeux brillants. J'avais tort. Entendre cela n'a pas effacé les années de distance, mais cela a fait éclater quelque chose. Pas du soulagement.
Pas du pardon, juste de l'honnêteté. Finalement, ils ont posé des questions. De vraies questions sur l'entreprise, sur comment elle avait commencé, sur à quel point j'avais frôlé l'échec. Pour la première fois, personne ne m'a interrompu avec des conseils ou des avertissements. Ils ont écouté, et pendant que je parlais, j'ai réalisé quelque chose d'important. Leur approbation ne semblait pas aussi puissante que je l'avais imaginé. Je ne me sentais pas complète grâce à elle. Je me sentais inchangé. Toujours moi, toujours la femme à qui on avait dit de rester à l'écart. Quand je me suis levé pour partir, ma mère a tendu la main pour saisir la mienne. L'année prochaine, a-t-elle dit calmement. S'il te plaît, viens. J'ai croisé son regard. On verra, ai-je répondu. Car les invitations ne signifient rien si elles ne sont faites qu'une fois que le monde décide que vous avez de la valeur. Dehors, les débris des feux d'artifice jonchaient encore la rue. La célébration d'hier était déjà oubliée. Je suis resté un instant dans ma voiture avant de démarrer le moteur, respirant le silence. J'ai pensé à la facilité avec laquelle les gens rejettent ce qu'ils ne comprennent pas. À la rapidité avec laquelle ils réécrivent l'histoire une fois que le succès devient visible. À quel point il peut être solitaire de grandir au-delà de la version de soi-même avec laquelle les autres sont à l'aise. J'ai repris la route en direction de chez moi alors que le soleil commençait à poindre. La nouvelle année se déroulait qu'on approuve ou non. Et s'il y a une chose que mon histoire prouve, c'est celle-ci, être exclu ne signifie pas que vous avez tort. Être douté ne signifie pas que vous allez échouer. Et parfois, les personnes qui vous disent que vous mettez tout le monde mal à l'aise sont simplement mal à l'aise avec l'idée que vous pourriez les dépasser.